Re-YouTube, deuxième partie, on continue les exemples de propulsion électrique et notamment la mission japonaise Hayabusa, incroyable. Oui, alors ça c'en est une aussi qui est d'actualité, Hayabusa 2. Donc Hayabusa 1 et 2, c'est un peu les mêmes missions, où l'idée c'est d'aller avec de la propulsion électrique jusqu'à un astéroïde, aller tirer une balle dans l'astéroïde et capturer la poussière qui est éjectée et ramener cette poussière sur Terre. Donc Hayabusa 1, elle a volé en... J'ai pris une note quelque part. Hayabusa 1, c'était 2005. Elle a fait la collection d'échantillons. Et Hayabusa 2 le ramène son échantillon en décembre. Elle a En décembre collecté cette année. en début d'année, je crois, au printemps. Début Elle a d'été, fait je sais plus. plusieurs, non? Elle a fait... Je sais plus si elle a fait un seul collecte ou plusieurs, je sais plus. 2018, ouais. Ouais, ils ont fait pas mal de trucs, donc, mais voilà, super mission. Alors Hayabusa 1, ça a été une mission super rock'n'roll. Ils ont eu plein de choses qui n'ont pas marché, mais ils ont réussi à sauver le truc vraiment de nulle part. Pendant un moment, ils avaient des courts-circuits. Donc, vous vous rappelez des grilles que je vous montrais sur le schéma? Ils ont eu des courts-circuits entre les grilles. Ah Et ouais. ils ont fait tourner la sonde sur elle-même pour essayer de nettoyer, de pousser s'il y avait de la poussière ou quelque chose. Oh là là. Ça a été vraiment quelque chose de super héroïque. Et je crois qu'il y a même des interviews des gens du JPL qui disent mais ils sont fous ces Japonais, Non mais ils c'est font un des truc de... choses. les sondes japonaises, Hayabusa, font des exploits pour des budgets ridicules, hein. C'est un truc de Ouais, fou, l'optimisation qu'ils ont fait, hein. C'est épique. voilà, ouais. Et du coup, bah, ces choses-là sont possibles grâce à la propulsion électrique parce qu'elle se mettre en orbite autour d'un astéroïde, rester autour de l'astéroïde pendant plusieurs mois, et puis après ramener ces échantillons, c'est quelque chose qui est vraiment, voilà, qui demande énormément de carburant. Et on ne peut pas le faire de façon simple avec de la propulsion chimique. Ouais, tout à fait. Alors quand ils sont en manœuvre autour de l'astéroïde, quand même, ils viennent se poser dessus, ils ont, je crois, des gaz froids ou de l'hydrazine quand même pour pouvoir manœuvrer, parce que la propulsion électrique n'est pas assez, euh, Instantané. ouais, pas assez instantanée, il n'y a pas assez de poussée pour réagir. Pour réagir. Mais voilà, ça c'est c'est des missions de fou. Et Mais c'est donc ouais, ils la très, ramènent. c'est très dans l'actualité, excuse-moi de te couper, mais c'est très dans l'actualité, je remets une couche, mais ce soir à 23h, il y a la sonde, un peu, on va dire, l'homologue américain de ce type de mission. Donc la NASA a lancé une sonde qui s'appelle Osiris-Rex vers un astéroïde qui s'appelle Bennu, et ce soir à 23h, ils vont diffuser en direct la capture d'échantillons de la surface de Bennu, et pareil que pour l'émission Hayabusa, ces échantillons après reviendront sur Terre en 2023. Donc c'est trop bien, et c'est juste après, c'est ce soir à 23h. Voilà. Par exemple, le fait que voilà, Osiris-Rex, euh, une des raisons pour lesquelles elle prend plus de temps, c'est qu'elle est en propulsion chimique. Entre le moment où ils collectent et le moment où ils la ramènent, parce qu'ils sont obligés d'avoir des trajectoires plus longues et moins optimisées. D'accord. Il y a pas mal de missions vers les astéroïdes parce que c'est des bonnes missions pour la propulsion électrique, où il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de poussée. Il va y avoir DART, par exemple, qui est une Ouais. mission où ils vont essayer ils vont rentrer en collision avec un astéroïde. Beaucoup de missions comme ça. Tiens, Ça, c'est vraiment les missions sympas et glamour un peu de la propulsion électrique. C'est ces belles missions scientifiques comme ça, quoi. et à ce propos-là, Matterbeam nous pose une très bonne question. Est-ce que les petits propulseurs électriques commerciaux d'aujourd'hui peuvent-ils avoir l'endurance nécessaire pour atteindre Mars et les astéroïdes? Une bonne question. C'est une très bonne question. C'est une question que les gens se posent encore, se posent actuellement. Euh, En théorie, peut-être. Après, encore faut-il le démontrer. Encore faut-il montrer qu'en vrai, on est capable. Ouais. Et ça, quand on parle de tirer 10 000 heures, ça veut dire il faut une chambre à vide qui va être dédiée à ça pendant un an et demi. Et ça, c'est des choses qui sont très, très, très chères à qualifier. Et si le besoin commercial n'est pas là, les gens font pas forcément la peine de qualifier ce genre de durée. Hmm. C'est-à-dire que On pour une préfère. mission scientifique, on va le faire parce que l'ESA ou la NASA va le demander. Hmm. Mais pour du commercial, ça va être plus compliqué.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, je vois ta question, Walland, comment est-ce qu'on freine pour atterrir sur Mars? C'est des questions, on va pas couvrir ça ce soir, c'est des sujets qui sont très intéressants, mais s'il y a des modos motivés pour répondre à cette question, n'hésitez pas dans le chat, et sinon, je t'invite à rejoindre le Discord, tu pourras poser tes questions avec plein de gens qui sont passionnés par le sujet et divers sujets spatiaux, donc n'hésite pas, continue de poser des questions, même si c'est en dehors du sujet, n'hésitez pas, on verra pour y répondre. Alors, certains satellites de télécom utilisent des propulseurs pour se mettre à poste, puis continuent de faire du contrôle d'attitude pendant 15 ans. Donc, a priori, Mars est à leur portée. La différence du delta V n'est pas énorme. Oui, alors ça, tiens, on peut en parler justement un peu avec le slide d'après. Aujourd'hui, donc là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment les missions glamour scientifiques au profil qui sont sympas. Mais Ouais. là où la propulsion électrique est vraiment très utilisée, c'est pour les satellites de télécommunication. Donc aujourd'hui, on va dire, on peut diviser un petit peu les différents types de satellites en 3 grandes catégories. On va avoir ce qu'on appelle les petits satellites, microsatellites, nanosatellites, small sat en anglais, donc qui sont par exemple de quelques kilogrammes jusqu'à une centaine de kilogrammes. Ils vont avoir quelques dizaines de watts jusqu'à quelques centaines de watts de puissance électrique. Ça, c'est un peu tout ce qui est New Space, sur lequel on va parler un petit peu après. Après, on a les satellites de quelques tonnes et de quelques kilowatts d'électricité. Les missions scientifiques, par exemple, dont on parlait là. Et puis, tous les satellites de télécommunication en orbite géostationnaire. Et aujourd'hui, depuis, on va dire 5-6 ans, beaucoup de ces satellites commerciaux géostationnaires, ceux qui rapportent vraiment des sous et qui ont beaucoup d'argent derrière, sont maintenant en tout électrique. C'est-à-dire qu'ils sont laissés sur une orbite de transfert, donc GTO, par la fusée. Et après, ils vont, avec leurs propulseurs, donc généralement des propulseurs de Hall, aller se mettre à poste en orbite géostationnaire avec la propulsion électrique. Normalement, ça leur prend 3-4 mois au lieu de 2 semaines, enfin une semaine, on va dire, avec un propulseur chimique. Et encore une semaine, c'est parce qu'ils traînent. Donc là, 3-4 mois, on va dire. Et puis après, pendant leurs 10 ans d'opération, ils vont faire du maintien à poste avec de la propulsion électrique. Et pour ces raisons-là, en fait, les moteurs vont être montés sur des bras robotisés qui leur permettent d'orienter les moteurs dans un sens quand ils font le transfert d'orbite, et puis après les orienter dans un autre sens quand ils font le maintien à poste, pour s'assurer que les antennes soient toujours bien placées et que les panneaux solaires soient toujours bien placés. Et ça, c'est vraiment le gros du commercial aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était le gros du commercial en propulsion électrique. Je pensais qu'ils utilisaient la propulsion électrique aussi pendant le transfert, moi. Ouais, justement, ils font les deux. Oui, ils font les deux, d'accord. Ouais. Depuis les années 80, en fait, dans les années 80, ils ont commencé à dire on fait le transfert en chimique et après on fait le maintien à poste en électrique. Et depuis 2012, Boeing et Airbus ont fait à peu près la même chose en même temps. Il y avait 172B et j'ai plus les références en tête. Ouais, non, on commençait à faire offrir des options toutes électriques. Vraiment où on fait le transfert d'orbite en électrique et le maintien à poste en électrique. Et ça, le gros avantage de ces satellites-là, c'est qu'ils sont beaucoup plus légers. Ils ne sont pas moins chers, parce que la propulsion électrique, ça coûte cher. Mais ils sont beaucoup plus légers. Est-ce qu'ils sont vraiment plus légers ou est-ce qu'on lance pour le même poids plus de charge utile? En général, ça leur permet de rester bien plus confortablement sous la barre qui leur permet d'en mettre 2, par exemple, sur une Ariane 5. D'accord. Okay. L'idée, c'est de dire, voilà, on peut se mettre, par exemple, en passager secondaire sur Ariane 5 et on se met en plus sur l'emplacement qui coûte le moins cher. Ça leur permet de faire ce genre de choses-là. D'accord, ok, très bien. Ce qui est une grosse différence de prix, voilà, quand on peut partager sa fusée avec quelqu'un d'autre plutôt que d'en acheter une dédiée. Oui, évidemment. Alors après, c'est toujours des calculs compliqués parce que, ok, c'est plus léger, t'en prends qu'une fusée, mais c'est-à-dire qu'on a un satellite pendant 4 mois qui va être dans l'espace et qui ne va pas rapporter d'argent parce qu'il n'est pas encore à position où il va pouvoir faire
son job. Mm. Euh, donc il y a une optimisation qui n'est pas uniquement purement performance ingénierie, mais il y a une optimisation aussi au niveau business qui est importante. Bien sûr, ouais. Ça, c'est des choses qui sont... Mais je pense que le modèle est assez clair maintenant, puisque de toute façon, avec les nouvelles plateformes, que ce soit de Thales ou d'Airbus, c'est du tout électrique. Donc, je pense que le ouais. business model tend vraiment vers de l'électrique tout le temps, quoi. Ouais. Et en plus, la propulsion électrique a bénéficié du fait que ces satellites-là sont de plus en plus puissants, ont de plus en plus de puissance électrique installée, Ouais, avec des plus gros transpondeurs et plus exact. d'électronique à bord. Mm. Et s'ils ont déjà 10 ou 15 kilowatts d'installés pour la radio, ou pour leur transmetteur TV et ainsi de suite, euh, et qu'ils n'utilisent pas ces systèmes-là pendant le transfert d'orbite, ben, on peut mettre maintenant quand même des assez gros moteurs électriques. On peut faire tirer par exemple deux moteurs de 5 kilowatts en même temps, ce qui est qui rend le transfert assez efficace au final. Très bien. Ok, écoute, je pense qu'on peut passer à la suite, hein. C'était très clair. Très très clair. Ok. Euh, alors la suite, on ne peut pas s'attarder énormément sur ce graphe-là, c'est plus une illustration qu'autre chose. Mais l'idée, c'est de parler un petit peu du New Space et des Small Sat et du NanoSat et de toutes ces choses-là. Euh, et d'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Parce que aujourd'hui, la chose qui est vraiment à la mode, donc c'est les Small Sat, NanoSat. Et donc l'idée, c'est de faire avec les progrès de l'électronique et les coûts de lancement plus faibles, de faire des petits satellites qui ont beaucoup de capacités et qui permettent de faire de la science, de la télécommunication, de l'observation terrestre et plein de types de choses comme ça. Et on a une vraie explosion de ces satellites au fur et à mesure des années. Vous voyez, dans les années 2000, on était à une dizaine par an. Et aujourd'hui, on regarde à 300-400 satellites par an. Aujourd'hui, je crois qu'on est même, ce graphe-là, j'ai regardé, on est avec Starlink, aujourd'hui, on est à 7 ou 800, je crois, ce mois-ci, satellites lancés Ah ouais. cette année. Donc, on a vraiment une explosion du nombre de lancements de petits satellites et de nanosats qui sont énormes. Et ça a lancé tout un nouvel écosystème d'entreprises qui veulent se lancer là-dessus parce que ces smallsats, vu qu'on en lance, au lieu d'en lancer qu'un seul qui va être très cher, on va en lancer 10 qui vont être moins chers. Et du coup, on peut se permettre de prendre plus de risques au niveau des satellites Dans la en disant, conception. si sur 10 on en perd un, c'est peut-être pas la fin du monde. Tandis que si on en envoie un très cher et qu'on le perd, là, on a tout perdu, quoi. Ouais, complètement. Erreur 418 nous dit on a dépassé les 1000 satellites lancés en 2020. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Alors celui-là, je énorme. crois que ce graphe-là, voilà, est que jusqu'à 50 kilos. Donc ça ne va pas compter Starlink. Et donc, ouais. Donc Euh, ça doit être ça l'idée, je crois. Ah oui, de 1 à 50 kilos, c'est ça? Ah oui, Voilà. d'accord, Là, ok. c'est même pas Starlink est plus que 50 kilos. Donc on n'a même pas Starlink là-dessus. Ouais. Et Non, c'est donc, impressionnant. bon, 50 kilos, c'est un peu arbitraire. On pourrait dire 200 kilos. Oui, oui. Voilà, c'est un peu, Mais ça change un peu de ce truc-là. 50 kilos, c'est quand même la limite basse qui est pas mal pour les satellites, je dirais type 24U à peu près, peut-être entre 12U et 24U, un truc à peu près, même peut-être un peu Ouais. plus, quoi. 50 kilos, c'est un gros CubeSat. C'est un gros CubeSat, ouais. Un bon gros CubeSat, peut-être. Et quand on commence à parler autour de 30, ouais, au-dessus de 30 kilos, on commence à partir un peu plus sur des systèmes, Mm. alors toujours standardisés avec des séparateurs qu'on appelle ESPA, où on est toujours en charge secondaire sur les fusées, Ouais. mais qui restent quand même du new space, c'est quelque chose qui se faisait pas avant, quoi. Bien sûr. Comme on le voit là. Donc là, c'était un graphe pour introduire le fait qu'il y a de plus en plus de business models pour l'accessibilité à l'espace. L'espace est de plus en plus accessible avec les coûts au lancement aussi qui sont réduits. Il y a de plus en plus de boîtes qui lancent des satellites, qui construisent des satellites. Et du coup, il y a certainement des applications pour des propulseurs électriques sur des CubeSats. Voilà, et donc l'idée là, on le montre un peu.
Et ça, en fait, ça a vraiment super bénéficié à la propulsion électrique. Alors, excusez-moi, le mec qui est ici, c'est un gars d'Aerojet. J'ai piqué ça sur une présentation, cette présentation en live. Mais Attends. c'est une conférence, voilà. Mais l'idée, c'est que vraiment, jusque dans les années 80-90, la propulsion électrique, c'était vraiment les militaires qui avaient ça, principalement les Russes. Et depuis les 4-5 dernières années, c'est devenu vraiment une énorme chose au niveau commercial. Et aujourd'hui, les propulsions électriques, c'est plus de 50% des satellites partent avec de la propulsion électrique. Donc c'est plus juste un truc exotique pour des missions scientifiques de prestige. C'est vraiment quelque chose qui est énormément utilisé partout. Hmm. Et le type d'application qu'on peut avoir, par exemple, un exemple européen que j'ai pris là, ça va être par exemple ICEYE, qui est une compagnie finlandaise qui a un petit satellite qui doit faire une cinquantaine de kilos Il est marrant, hein. et qui fait de l'imagerie radar. Alors eux, ils ont veulent en lancer une douzaine. Je crois qu'ils sont à 6 de lancer aujourd'hui. Et alors je les ai choisis aussi parce que c'est là-dessus qu'on a nos moteurs en propulsion. Donc c'est des clients. Et voilà, et l'idée c'est de faire par exemple avec une constellation d'une douzaine de satellites, faire de l'imagerie radar plusieurs fois de n'importe quel endroit sur Terre, plusieurs fois par jour. Ouais. Et leur gros avantage de l'imagerie radar, c'est que ça voit à travers les nuages. Donc par exemple quand il y a des ouragans par exemple dans les Caraïbes, ils peuvent déjà faire une carte des zones inondées avant que l'ouragan soit complètement passé, quoi. Ils ont déjà ces informations-là. Ils font vraiment énormément de choses, énormément d'analyses de données pour la déforestation. Ils s'appellent iSize par exemple parce ils ont fait pendant un moment aussi pas mal de, je crois qu'ils le font toujours, ils faisaient l'analyse des icebergs dans l'Atlantique, dans le nord Atlantique pour les bateaux, en disant regardez, là il y a vraiment beaucoup d'icebergs dans cette région-là, vous voulez peut-être éviter cette région-là parce que vous allez aller plus lentement à éviter les icebergs qu'à passer par là. Ouais. Et, C'est et marrant ça, que c'est vraiment. la forme du satellite, moi, elle m'impressionne un peu. Alors, je pense à nos auditeurs qui écoutent en podcast, hein. La capsule est disponible en podcast également. Je vais essayer de vous faire une description. En gros, vous imaginez un angle droit. Voilà. Enfin, en gros, un panneau de, disons, je sais pas, une planche. Mais une planche en angle droit en dessous, et voilà, vous avez le satellite. Vous avez, ça fait une équerre, quoi. Et avec une partie radar qui doit du coup au décollage être tout replié sur elle-même et une partie panneau solaire repliée au-dessus. C'est d'être Exactement. Ouais. assez impressionnant, ouais. Rigolo. Donc ils ont une technologie d'antenne active en dessous, les panneaux solaires, et en fait le satellite est caché, le corps du satellite est caché derrière un de ces panneaux-là. Et ça fait à peu près, c'est 1 mètre par 50 cm par 50 cm, un truc comme ça, le satellite en tant que tel. Et ouais, ils en lancent par paquet de 2 ou 3 sur des lancements. C'est à peu Ah ouais. près la moitié d'un petit frigo d'appartement, on va dire. Là j'ai Euh, 1 mètre. Là j'ai 1 mètre ouais. sur moi. Bon, après, les gens qui écoutent, tant pis. Et en gros, un Ça mètre, fait à peu près, vous voilà, savez à peu près ce la que ça moitié fait, d'un 1 mètre. frigo. Ouais. Et après, hop, 50 cm. Comme ça. Voilà. Le bricoleur. Hop là, allez, à la suite maintenant. Euh, Ça, c'est une bonne application du type de choses en New Space. Ce genre de choses, satellite avant était vraiment un peu la chasse gardée des institutions européennes, CNES, ESA, NASA, choses comme ça, qui avaient ce type d'application radar, par tout à exemple. fait, ouais. Et La mission. aujourd'hui, ils font ça avec des entreprises commerciales se lancent là-dedans. Tout à fait. C'est un sacré changement de priorité et de façon de fonctionner Mm. au niveau spatial. Et du coup, les données, elles sont. Les données on se dérive un peu du sujet là, mais j'allais dire parce que l'avantage d'une mission d'agence, c'est qu'après, ils fournissent les données publiquement gratuitement, alors que là, c'est privé maintenant. Ouais.
Voilà. Alors, tu peux les acheter. Tu peux aller sur leur site et commander des images. C'est assez simple. Et puis ces entreprises souvent collaborent pas mal avec les chercheurs ou des gens qui sont dans les espaces publics pour pouvoir, parce que aussi c'est de la pub pour eux, hein, bien sûr, de montrer ces choses-là. Mais aussi les États achètent des fois ces images-là parce que au final, ça vaut peut-être le coup. Ça coûte moins cher d'acheter des données commerciales que d'envoyer et d'exploiter ton propre satellite. Donc c'est vraiment Tout à fait. même les armées par exemple achètent des images par exemple à certaines de ces entreprises-là Ah oui? parce que par exemple s'il y a pas plusieurs fois par jour au-dessus d'une certaine enfin vu qu'ils ont souvent plus de temps ils ont des images plus fréquemment souvent ça permet d'avoir même si c'est pas forcément la meilleure résolution Une ça permet évolution. de faire de regarder l'évolution. Mm. Ça c'est très important à ces niveaux-là. Ok, très intéressant, ouais. Ok, parfait, parfait. Je te propose qu'on passe à la slide suivante. Qu'est-ce que c'était? Ouais, alors après Ou alors je t'as me rends vu? compte qu'on a oublié Dis-moi. l'image. On avait la vidéo, Ah, tu tu veux? sais, les moteurs qui tiraient ouais, dans l'espace. Oui! Je- Ça, c'est une belle image, ouais, ça vaut le coup, je Incroyable, pense. je suis prêt. Ouais, Alors, la vidéo de l'allumage. Hop. ouais. Donc, ce que vous allez voir, c'est une vidéo en HD prise depuis un satellite. Alors, c'est un satellite russe. Et c'est une entreprise qui veut faire de la vidéo HD depuis l'espace et qui a fait un peu une démonstration. Et c'est des vraies images que vous allez voir. World Donc, Premiere. ouais, alors c'est assez impressionnant. Donc, tu peux la faire défiler. Ouais, c'est Donc, parti. je crois que là, c'est la séparation du satellite à peu près. Et puis, on va commencer à voir une de ces images, à un moment, les deux moteurs de Hall. Voilà, la séparation ou l'ouverture de quelque chose. Alors, je crois qu'on en voit un des moteurs derrière au premier plan, là, au Ah niveau de oui, la oui, oui, c'est vrai. séparation. Attendez, je Ouais. remets. Hop, là. Là, ça, c'est un moteur, ça. Ouais, en bas, yeah, voilà, en bas. Donc, vous allez voir quand on commence à. Il y a même le deuxième qui est caché derrière, qui est caché au milieu, ouais. Qu'on voit juste le haut, voilà. Et vous allez voir, donc c'est des images super jolies. Donc ça, c'est typique installation. Voilà, donc là, les deux moteurs éteints. Alors, Qu'on- je voulais mettre pause ici parce que là, on voit très très bien le canon. Enfin, je sais pas si on peut appeler le canon à électrons, mais on voit la source Ouais, d'électrons extérieure là. qui permet de neutraliser, ouais. Alors, et en plus, ce qu'on voit sur ces moteurs-là, c'est qu'il y en a deux pour des raisons de redondance. Parce que s'il y en a une qui fonctionne pas, surtout sur la durée de vie, des fois, en fin de vie, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, ils en ont deux en extérieur. D'accord. Hop, c'est joli. Et t'as pas Voilà. tout vu encore, Woland. Tu vas voir. On va les voir s'allumer après. Là, on voit des antennes qui sont montées. Des Je sais pas quel antennes type. ici, Ouais, des panneaux solaires déployés. voilà. Tout ce que vous voyez de orange, c'est des protections thermiques, c'est des MLI. Ouais. Et des jolies vues de la Terre, mais c'est beau. Hein. On Je voit sais même pas les trop ce que antennes c'est. bouger. Et là, voilà. Paf! Voilà. Le moteur de droite et puis le moteur de gauche qui démarre. Et là, les deux allumés. Et ça, voilà, les deux allumés de Attendez. nuit. Donc on voit vraiment cette plume bleue, donc cette traînée bleue. Et alors là, ils sont surexposés parce que bon, forcément de nuit avec une source de lumière. Et ça, c'était la première fois. Donc c'est sorti en, je sais plus quand, 2015. Cette image-là, ces photos, ces images-là. C'est C'est la impressionnant. première fois qu'on voyait des moteurs tirés dans l'espace pour de vrai. Donc Ils avaient installé la c'était. caméra exprès pour ça? Alors je sais pas trop, j'ai essayé de trouver un peu plus d'informations sur cette entreprise et il n'y a pas grand-chose. Alors ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent faire du live stream HD depuis l'espace. Et ça, c'était un peu leur démo qu'ils Ils avaient embauchent? réussi à monter sur un satellite russe.
Et je crois qu'ils veulent maintenant lancer les SmallSat, mais je sais pas si elle est encore d'actualité, C'est cette incroyable entreprise ou pas, ça. honnêtement. C'est la première entreprise de live streaming depuis l'espace, c'est ouf. Ouais. Oh. C'est vraiment ça, l'idée, c'était de faire du live stream HD depuis l'espace. Je cherche du Je sais boulot pas au si ça cas où, marche de dit tout ce encore. qu'on prend. Énorme. Mais voilà, la vraie folie de voir ces moteurs tourner et le voir l'allumage où on voit c'est au départ un peu le champignon, puis d'un coup, pouf, ça s'allume. Mm. C'est Mais alors, vraiment. qu'est-ce qui se passe physiquement? Pourquoi est-ce qu'il y a un effet champignon avant? Alors, Là. dans ces moteurs-là, en fait, il y a souvent pour les démarrer, ce qu'on fait, c'est qu'au départ, on met pas les aimants en marche. C'est-à-dire qu'on va pas, on voit l'espèce de colonnes là, les 2 colonnes qui sont, verticales et ça, c'est des électroaimants et pour aider à l'allumage, on va pas les mettre en marche les aimants parce que les aimants, viennent souvent confiner et un peu restreindre le plasma, D'accord. et le diriger et pour l'allumage, c'est plus simple si on le laisse un peu plus libre et D'accord. puis, donc on va, commencer la décharge. Donc on voit cette espèce de boule de plasma bleu. Puis après, on va allumer les aimants, et là, ça va permettre d'avoir la bonne forme pour qu'ils soient éjectés, comme il faut. D'accord, ok. Voilà. Donc on fait d'abord le plasma et on Ouais, le contrôle pas vraiment, et puis ouais, ensuite on contrôle le plasma dans la bonne direction. ouais, c'est ça un peu l'idée, ouais. Ok, d'accord. Et donc ça, c'est 2 moteurs de Hall, russes. Ça doit être des TT100, je pense, je sais plus, pas sûr. Bon, Et donc, après, voilà, on les voit tirer de nuit, donc ça, c'était, fantastique. je laisse la Puis vidéo voilà, en fond parce que c'est juste trop voilà, beau. Elle est excellente. des supers images satellites. Heu, donc c'est, Voilà. c'était vraiment, vraiment fantastique et c'est vrai qu'on a souvent on a très peu d'images, on n'a pas d'images de moteurs qui tournent dans l'espace, et voilà, 1re fois et un peu par hasard, que ça a été publié. Donc toujours très, très cool, très, très cool à voir. Marrant cette antenne là, on dirait une tuyère presque. Rigolo. Ouais, alors je sais plus quel, entre, ultra haute fréquence ou je sais plus quoi, je suis vraiment pas au point sur les antennes et les bandes de télécommunication. Heu, Ah, c'est voilà, on voit, impressionnant. l'Égypte et tout, Impressionnant, hein. canal de Suez, Ouf, des supers images, hein. incroyable. Trop bien. Je vais vous mettre le lien Vous la de la... retrouvez sur YouTube, voilà, Ouais, je vais la mettre le lien. vidéo. Je crois qu'ils en ont 2 versions, mais je crois que c'est les mêmes. J'ai regardé un peu, je crois que c'est à peu près les mêmes. Je vais mettre le lien. Attendez, je repars sur la présentation. Hop, voilà, impeccable. Impeccable. Bah écoute, voilà, hésite pas par contre quand tu voudras que je mette d'autres vidéos, tu me le dis, je Ouais, j'avais suis... un peu oublié, on parlait, puis Pas de soucis, mais pas de problème. je me suis rendu Pas de compte problème. qu'il y avait des trucs. OK, alors, la suite. Alors pour la suite, hop, on clique. Je me remets en place mes trucs, parce que je regardais la vidéo en même temps. Voilà. Alors pour la suite, on va parler un peu plus, de, ce que je fais moi en Pulsion et puis un petit peu de l'entreprise et de la techno et un petit peu de voilà, qu'est-ce que c'est de bosser dans une entreprise qui fait du new space, dans une startup du new space, voilà, et pas dans un grand groupe ou dans une agence. Ce que tu me disais, c'est que principalement, tu as eu des gens, voilà, c'est agences ou les grands groupes européens, dans ton émission. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est la première fois que tu représentes une entreprise privée du New Space. C'est la première fois que j'accueille quelqu'un de ce domaine-là. Voilà, et puis après, c'est vrai que c'est quelque chose qui est maintenant, de plus en plus partout, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, même rien que dans la propulsion électrique, on doit être une dizaine, une douzaine de startups dans le monde. Donc c'est vraiment quelque chose qui explose aujourd'hui. Et bon, il y a un peu une bulle, mais il y a quand même vraiment de la demande derrière, et c'est quelque chose qui est important, quoi. Bien sûr. Oula, oulala, alors attendez. Ouais, bienvenue tout le monde, désolé, il n'y a pas les alertes, il n'y a pas les alertes. Salut, le CNES qui vient de raid la chaîne avec 51 personnes, bienvenue. Bienvenue. Alors là, il va falloir que je fasse une petite pause. YouTube, je te reprends juste après, là on est sur Twitch et il se passe des trucs.